Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un lecteur MP3 en Flash. Donc pour ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser le design qui a été fait par PAF. Donc il a l'avantage d'être fait sur Illustrator, donc ça va être plus facile à importer. Et nous allons utiliser l'ActionScript 3 dans Flash. Donc pour commencer, dans Flash, je vais créer un nouveau document. Donc en ActionScript 3. Et je vais y choisir comme propriété les dimensions. Donc là je sais que c'est 370 par 200. L'option caméra, donc ça c'est une option de CS4, on s'en fiche. 25 images par seconde. Couleur d'arrière-plan, vous choisissez. Et je clique sur OK. Donc ensuite je vais copier les éléments de mon design. Donc CTRL-C. Et les importer dans Flash. Donc là normalement ça met un petit temps de réflexion. Donc là je choisis de coller à l'aide des préférences, donc ce qui permettrait d'avoir encore les tracés et notamment une séparation entre les différents éléments. Voilà, je recentre un peu mieux tout ça. Voilà, et je vais commencer à découper en fait les différents éléments. Donc pour commencer, on va s'atteler aux deux boutons. Donc on a deux boutons, le bouton lecture qui est ici, donc qui a un peu merdé au niveau de l'importation, mais c'est pas grave, et un bouton pause. Donc pour commencer, je prends le bouton lecture, je fais modification convertir en symbole ou F8 et je choisis le nom du symbole. Donc là ça sera le bouton play. Donc là vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour plus de simplicité j'ai choisi de l'appeler comme ça. Hop. Donc ici, si vous allez dans la bibliothèque, donc, suivant votre interface, vous verrez le clip bouton play. Donc ce clip, je vais aussi lui donner un nom d'occurrence, donc pour cela je le sélectionne et ici en haut je choisis nom d'occurrence. Donc si vous avez une ancienne version de Flash, donc CS3 ou ancienne, normalement le nom d'occurrence se donne en bas. Et je vais faire pareil pour le bouton pause, sauf que pour le bouton pause je vais sélectionner aussi le petit cercle qui entoure le bouton. Donc j'ai sélectionné ces deux en maintenant maj et je vais faire la même chose, F8, je l'appelle bouton pause et je lui donne un nom d'occurrence qui est le même, bouton pause. Donc là vous pouvez choisir un nom d'occurrence différent du nom du clip, c'est pas grave. Hop, voilà, et je replace donc calque comme il était. Donc pour l'instant on va se concentrer que sur ces deux éléments, on verra plus tard comment faire les autres parties. Donc pour commencer je sauvegarde. Hop. Et ce que j'ai fait, j'ai placé un son en MP3 à côté de l'endroit où j'ai sauvegardé pour pouvoir faire les tests. Sur la première action, on va créer un nouveau calque qu'on va l'appeler action. Donc ça c'est pour séparer en fait les calques actions du graphisme. Donc c'est pour avoir une meilleure organisation. Et dessus, j'y place un code. Donc là, on va y placer le code de l'ActionScript 3 qui va permettre de réaliser en fait notre lecture du son. Donc, on va avoir besoin au début de plusieurs objets. D'abord, une variable son. Donc ça, c'est la variable nécessaire à toute lecture de son. Donc, var s, donc une variable qui s'appelle s, et de type son. Donc on initialise en disant new sound. Et ensuite, on aura besoin d'une autre variable qui permet de sauvegarder la position de la tête de lecture. Donc c'est une variable de type sound channel. Donc ça permet de savoir par exemple à quelle partie de la piste on en est, combien de secondes se sont écoulées. Donc new sound channel. Et après on aura besoin d'une autre chose, c'est un sound transform. Donc ça permet en fait de changer le volume ou de faire différentes modifications sur le son. D'où son nom. Hop. Sound transform. Donc ces trois lignes permettent d'initialiser en fait les différentes variables qui seront nécessaires dans notre code. Donc si vous voulez plus de documentation sur les différents objets que je viens d'initialiser ici, vous rendez dans la doc. Hop. Et ici, si on tape sound channel, on a par exemple des informations sur son utilité. Et on va s'intéresser plus à son transform. Hop. Voilà. Donc c'est ce qui permet de changer le volume, de jouer sur la balance pour mettre le son plus à droite ou plus à gauche. Donc voilà.
Ensuite, on va commencer par choisir quelle action va déclencher le lecteur. On pourrait directement lancer le chargement du son, mais là on va éviter, on va attendre que la personne appuie sur le bouton de lecture pour lancer le son. Donc pour cela, on va demander à Flash d'écouter les actions sur le bouton de lecture. Donc là, c'est le nouveau système en fait de l'ActionScript 3. Au lieu de mettre onClick, on met des écouteurs d'événements. Donc ici, c'est sur btn play, add event listener. Donc là, c'est pour dire qu'on ajoute un écouteur d'événements. Et on écoute quoi? Mouse event. Donc ça veut dire un événement qui se déroule à la souris et lequel le clic. Donc ça veut dire qu'on attend que la personne clique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça lance une fonction qu'on va créer, init, qui va initialiser en fait le lecteur, c'est-à-dire lancer le changement du son et le lire. Donc pour que ça fonctionne bien, on va créer une fonction init qui prend en paramètre forcément le mouse event. Ça c'est nécessaire si c'est une fonction qui est utilisée par un écouteur d'événements. Et dedans on va mettre ce qu'elle fait cette fonction. Donc la première chose à faire, c'est de lancer le chargement du son. Donc pour cela, je mets s. Donc ça veut dire l'objet son qu'on a initialisé là, load, et je vais y mettre l'MP3 que je veux lancer. Donc depuis, avec l'ActionScript 3, on ne peut plus mettre d'URL directement, il faut passer par une URL request. New URL request, et dedans on va indiquer l'URL vers le fichier à lancer. Donc ici, je l'ai appelé son.mp3. Voilà, donc là ça va lancer le chargement du son, mais ça va rien faire d'autre. Si on veut lire le son, on doit faire s.play. Donc là, il se passe rien, c'est ce que je veux bien. Et si j'appuie sur play, ça lance la lecture du son. Donc ça c'est très bien, sauf qu'on a remarqué un petit détail qui était gênant, c'est qu'on ne voit pas si je passe la souris dessus ou pas. On ne sait pas, la personne n'est pas censée savoir que c'est un mouton. Donc on va faire plusieurs réglages. Déjà, faire une animation quand on passe la souris sur les boutons. Donc pour cela, on va créer deux fonctions. Donc des fonctions qui dépendront encore une fois des écouteurs d'événements de la souris. Donc on va appeler ça over. Mouse event. Et out pour quand on aura la souris en dehors du bouton. Et on verra après les différents effets qu'on peut faire avec ce genre de fonction. Et on va appliquer, donc lorsque je passe la souris sur le bouton play, donc pour cela on va y rajouter un événement, un écouteur d'événement. Donc c'est mouse event .mouse underscore over. C'est-à-dire souris dessus. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux? Je veux lancer la fonction over. Et inversement, si je passe, là, en fait, si je sors la souris du bouton, donc mouse underscore out, je vais lancer la fonction out. Donc cette fonction, je veux que quand je passe la souris dessus, l'opacité du bouton soit à fond, et quand je suis en dehors, l'opacité passe à la moitié. Donc on pourrait mettre directement btn underscore play, comme on l'a appelé, mais c'est gênant si on veut utiliser cette fonction pour plusieurs boutons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner l'élément sur lequel j'ai la souris dessus. Donc pour cela, on fait E, qui est l'événement passé en paramètre, point current target, point, et là, on peut y faire ce qu'on veut. Donc ici, alpha, je passe à 1. Et si je passe la souris en dehors, je veux que l'alpha soit à moitié, donc c'est 0.5. Donc je vois que ça fonctionne bien. Mais j'ai pas le curseur qui se transforme en pointeur. Pour cela, il faut utiliser en fait une petite propriété qu'on applique à bouton btn play. C'est la propriété button mode qu'il faut passer à true, à vrai. Donc ça permet de transformer ce bouton ce clip en bouton. Et on va y rajouter une opacité directement dès le début qui est à 0.5. Comme ça, le bouton sera par défaut inactif. Enfin, semblera inactif. Dès qu'on passe dessus, ça fonctionne très bien.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire la même chose pour pause. Donc je vais dupliquer toutes ces lignes. Donc maintenant, on est content, notre lecteur lance bien le son, mais il est impossible de l'arrêter, donc ce qui est assez gênant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on initialise, on va initialiser aussi le bouton pause et lui donner une action qui peut être faite, qui permettra de couper le son. Donc ici, on va tout de suite enlever au bouton play l'événement. Remove, donc event listener. Et on reprécise en fait ce qu'on a déjà précisé là, parce qu'une fois que le son a commencé à être chargé, on ne veut plus le recharger. Voilà, et on va associer au bouton pause donc l'ensemble des attributs comme ils ont été définis ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé le son, le bouton pause doit s'activer. Au début, on va pas le faire apparaître, il faut qu'il soit caché. Point alpha égale 0. Hop. Comme ça, dès le début, hop, on ne le verra pas. Donc au début, on ne voit pas le bouton pause. Ensuite, on commence à cliquer sur lecture. Il faut afficher le bouton pause. Donc on lui affiche avec une opacité de 0,5 parce qu'on n'a pas la souris dessus. Ensuite, on le transforme en bouton de mode parce qu'on veut que ce soit un bouton. On lui ajoute les deux événements qui permettent de réaliser l'animation quand on passe dessus ou quand on passe pas dessous, quand on passe dessus et quand on sort du survol. Et ensuite, on y ajoute un autre événement qui permet de lancer une fonction qui s'appellera stopper par exemple, qui permet de stopper la musique. Donc cette fonction, on va la créer tout de suite. Stopper. Hop. Donc encore une fois, vu que je suis avec un mouse event, il faut que je mette en paramètre ce mouse event. Voilà. Et donc ça stoppe la musique. Donc pour couper le son, il faut utiliser ce qu'on avait créé là-haut, c'est le sound channel. Donc je la stocke dans la variable sc. Donc là, en fait, dès que ça lira le son, ça stockera la lecture dans une variable. Ce qui permettra d'avoir accès à plusieurs autres propriétés. Donc si je veux stopper mon son, j'ai juste à faire sc.stop. Donc là, je remarque, si je clique, hop, ça lance la lecture du son. Et dès que j'appuie sur pause, ça la stoppe bien. Par contre, dès que je rappuierai sur lecture, ça ne marchera pas. Parce que, en fait, j'ai plus d'événements sur lecture. Donc je vais recréer une nouvelle fonction. Function, lecture, qui permettra de relancer la musique. Le .mouseEvent. Hop. Et donc, pour relancer la lecture, c'est s.play. Qu'on restocke dans le sound channel. sc égale s.play. Donc là, je vais maintenant l'associer, l'ajouter à l'écouteur d'événements. Bouton play. Add event listener, clic, lecture. Voilà. Donc j'en marre, je clique, ça lance la lecture du son, j'appuie sur pause, ça coupe le son, j'appuie sur lecture, ça relance et ainsi de suite. Donc là il y a un gros problème, c'est que ça ne sauvegarde pas la position où en était la musique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on relit, ça recommence du début. Donc il faut stocker la position. Donc pour cela, je vais créer une nouvelle variable, position. Donc la position est stockée en secondes, donc c'est un entier. Et ici, au moment de l'arrêt du son, on stocke la position. Position égale sc.position. Comme ça, dès que j'arrête le son, je sais où j'en suis. Et quand je veux le relancer, j'ai juste à préciser en paramètre que je veux le relancer au bout de, par exemple, la 30e seconde, la 40e. Donc là, je dis, je veux la relancer à l'endroit où je m'étais arrêté. Donc là, c'est une musique assez répétitive, donc on s'en rendra pas bien compte, mais dès que je relance, ça continue là où ça en était. Donc là, on a fini pour les fonctions vraiment basiques d'un lecteur, c'est-à-dire play, pause. On va juste aller un peu plus loin avec l'URL du son. Ici, le son, c'est moi qui ai choisi arbitrairement de charger un son.mp3. Or, si on va voir sur les lecteurs qui sont utilisés, on aimerait bien faire passer le son en paramètres. Je vais prendre par exemple le code du lecteur qui se trouve à droite de mon blog. Ici, donc là je vois que je mets l'URL
du fichier flash que je veux afficher, et ensuite je mets ce qu'on appelle une flash var qui contient l'URL vers le fichier MP3. Donc justement, comment récupérer ces flash var? Donc ici elle s'appelle son. Donc si on veut récupérer les flash var, c'est très simple. Bon, par exemple ici, on imagine que je stocke ça dans une variable son, ça serait loader info.parameters, et ça, cette variable contient l'ensemble des flash var. Et ici, je vais accéder à son. Donc voilà, ici par exemple, ça récupérerait juste l'URL du son lorsque une flash var est définie. Donc là, l'avantage, c'est que ici, je peux faire les tests en local. Je n'ai pas à attendre de l'intégrer dans une page HTML pour pouvoir tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une condition. C'est-à-dire si j'ai une flash var, alors je charge le son de la flash var. Mais sinon, je charge le son.mp3, ce qui me permettra de faire les tests en local. Donc ça, cette opération est facultative si vous voulez faire un lecteur qui ne lit qu'un son qui est défini, quoi. Donc là, ça lit. Hop. Donc si le loader info est différent de nul, donc c'est-à-dire qu'il est bien défini, dans ce cas-là, je lis le son qui est associé donc, dans la variable. Sinon, je lis le son.mp3. Donc ça me permet de faire à la fois le même fichier pour les tests en local et pour les tests une fois en ligne. Donc voilà, donc là on a ce qui fonctionne à peu près bien, un lecteur avec un bouton play et un bouton pause. Pour ceux qui ont déjà un peu de mal avec ces notions, vous pouvez vous arrêter là. Et là on va aller un peu plus loin avec des fonctions plus avancées comme l'affichage de la position, une barre qui montre l'avancement de la lecture, la récupération des informations sur la musique et la gestion du volume. Donc on va commencer par la gestion, donc l'affichage du texte, donc, qui permet de récupérer les informations sur une piste. Donc, pour commencer, je vais supprimer le texte qui a été déjà affiché. Alors je vais essayer de le trouver. Donc là, je vais mettre un nouveau calque pour mieux m'organiser. On va mettre ça info piste. Voilà. Et je colle. Voilà, je replace ça bien. Et un peu plus grand si jamais on a vraiment du texte qui prend la place. Donc ça, on va le transformer en champ de texte dynamique. Si vous avez CS4, ça se trouve ici. Sinon, ça se trouve en bas. Et je vais donner un nom d'occurrence. Là par exemple ça va être info, et dans cette info je veux placer le titre, le nom de l'artiste suivi donc du titre de la piste. Donc pour cela il faut récupérer ce qu'on appelle, donc pour ceux qui se connaissent pas mal en musique, ce qu'on appelle les tags ID3. C'est-à-dire c'est des informations qui sont comprises dans le fichier MP3 et qui indiquent qui est l'auteur de la piste, combien de temps elle dure, si vous l'avez mis dans vos favoris. Donc ici on va juste se cantonner à récupérer le titre et le nom de l'artiste. Donc au moment de l'initialisation, on va rajouter un écouteur d'événement sur l'objet son, parce que c'est l'objet qui récupère le MP3. s.add event listener. Donc là c'est un événement particulier qui fonctionne qu'avec les sons, c'est event.id3. Donc ça c'est un événement qui dit une fois que j'ai récupéré les informations. On va lancer la fonction qui s'appellera par exemple info. Donc je descends en bas. Hop. Je vais créer donc, une nouvelle fonction. Donc je vais commenter un peu au passage aussi. Récupération des infos. Donc cette fonction, elle s'appelle info. Elle récupère donc cette fois-ci pas un mouse event mais juste un event. .event. Hop. Et on va lui faire donc afficher dans le champ de texte les différentes informations qui concernent la musique. Donc là c'est très simple, vous allez voir. On fait donc le nom du champ de texte, il s'appelait info avec un s, point texte égale, donc ici le nom de l'artiste, s.id3, c'est-à-dire je vais dans le son, je vais récupérer les tags id3, point artiste. Là par exemple ça devrait afficher le nom de l'artiste. Donc je vois que ça fonctionne bien. Donc je vais aller un peu plus loin, je vais afficher donc ensuite des deux points et afficher le nom de la piste. Donc
Donc là, c'est s.id3.tit2. Pour ceux qui se demandent d'où je sors ça, c'est très simple. Vous allez sur la documentation, vous allez dans Sound. Et là, et voilà, on voit les informations sur ID3. Et c'est donc titre 2, ça correspond à le titre de la chanson. Mais on voit que ça marche bien. J'ai bien mon texte qui affiche les informations sur le nom de ma piste. Donc maintenant on va passer à l'affichage du chronomètre qui va indiquer combien de temps s'est écoulé et combien de temps dure la piste. Hop. Donc encore une fois je vais coller donc, ce champ de texte, le transformer en champ de texte dynamique. Voilà. Voilà, le caler à peu près comme il était sur le design original. Et y mettre donc le code qui permettra de le faire bouger. Hop, merde, je crois que je suis dans un groupe. Info piste, voilà. Donc ce champ on va l'appeler par exemple chrono. Donc pour commencer on va devoir afficher la position. Mais on veut l'afficher en permanence, c'est-à-dire que tout le temps on veut que ça affiche le temps. Donc on va ajouter au moment de l'initialisation un événement qui se lance tout le temps. Donc pour cela, on utilise directement un event listener qui est interframe, c'est-à-dire à chaque image. Donc add event listener event.interframe. Ça c'est une fonction qui va se lancer tout le temps. Et on va l'appeler la fonction chrono pour faire simple. Hop, fonction affichant le temps. Function chrono qui prend e2.event tout le temps. Et donc là on veut récupérer la position. Donc la position c'est juste sc.position comme on l'avait vu tout à l'heure quand on a voulu stopper le son. Donc ça on va l'afficher dans le champ de texte qui s'appelle chrono. Chrono.text égale sc.position. Donc on va essayer tout de suite si ça fonctionne bien. Donc ici en fait ce qui le gêne c'est que la fonction a le même nom que le nom du clip. Donc on va l'appeler chronomètre. Allez. Hop. Trace sc.position. Donc là je vois que quand je lance le son, la lecture donc enfin le compteur nous indique combien de temps s'est écoulé. Donc ici on voit que le temps est bien affiché en millisecondes, donc c'est assez bien pour ce qu'on va faire, sauf qu'on doit le convertir pour l'afficher de manière plus exploitable. Donc pour cela je vais créer une fonction, donc ça sera une fonction qui servira juste de convertisseur, qui permettra de convertir une variable donnée, donc on va l'appeler temps, en une chaîne de caractères, donc .string, ça veut dire qu'elle a un retour, qui sera formaté, c'est-à-dire minute, seconde. Donc on fait d'abord pour commencer des vérifications sur cette variable qu'on fait passer. Donc, déjà on vérifie qu'elle est bien définie et qu'elle soit bien supérieure à 0. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la variable qu'on fait passer par exemple est une chaîne de caractères ou est inférieure à 0. Ça peut arriver s'il y a des problèmes dans notre script. Donc, ce qu'on fait c'est que si jamais c'est le cas, on la force à devenir 0. Ensuite on a un autre souci, c'est que le temps il est en millisecondes, donc on va le passer en secondes. Donc pour cela il suffit de diviser par 1000. Mais on s'en fiche en fait des chiffres à virgule, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrondir. Math.round temps divisé par 1000. Donc ça permet de faire l'arrondi. Et ensuite on va passer donc aux minutes et secondes. Donc comment on récupère les minutes? C'est simple. Les minutes c'est le nombre donc de secondes divisé par 60. Sauf que là on veut récupérer que la partie entière, donc on va utiliser math.floor temps divisé par 60. Donc ça nous permet de récupérer le temps, le nombre de minutes approximativement. On va faire pareil pour les heures. Les heures c'est quand il y a plus de 60 minutes, donc c'est math.floor
minutes divisé par 60. Voilà, et le nombre de secondes, c'est math.floor, le temps, modulo 60. Ça veut dire qu'on prend le reste de la division de temps par 60. C'est-à-dire par exemple si on a 70 secondes, on va diviser 70 par 60 pour savoir combien il y a de minutes, et le reste ça donnera le nombre de secondes. C'est assez logique, mais bon, si vous ne comprenez pas, vous recopiez. Donc là, ensuite, on retournera le résultat, donc c'est-à-dire minutes plus 2 points plus secondes. Donc là, j'ai volontairement pas mis les heures parce que je sais que j'en ai pas. Donc ici, on pourrait presque s'en passer, mais si jamais vous voulez avoir des lecteurs qui ont des pistes de plus d'une heure, vous devrez mettre l'affichage des heures. Donc ici, on peut essayer, au lieu de mettre trace sc.position, on va mettre trace convertTime de sc.position. Et je vois que ça fonctionne très bien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre ça dans le champ texte chrono.text égale convertTime sc.position. Donc là on va resserrer, hop. Plus, donc comme on le voit sur le lecteur, il y a ensuite un slash, enfin un anti-slash. Donc ici je rajoute un anti-slash. Donc ensuite je vais afficher le ratio par rapport à la fin de la piste, à la durée totale de la piste. Donc je fais convertTime, encore une fois la même fonction, s.length, qui donne la durée d'un son qui est chargé. Donc si je lance mon lecteur, je vois que dès que j'appuie sur lecture, j'ai bien ça qui fonctionne. Ah, par contre juste le slash qui ne fonctionne pas, ah, c'est parce que c'est un caractère d'échappement. Donc là on voit que ce qui est un peu gênant, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de 0 devant les chiffres quand ils sont simples. Donc on va faire une petite condition ici. If, si les secondes sont inférieures à 10, dans ce cas-là, les secondes, ça sera égal à 0, la chaîne 0, plus le nombre de secondes. Et on va faire pareil pour minutes. Donc ça, c'est petit truc esthétique. Hein. If minute, donc on va récupérer la variable minute. Hop, voilà. Hop. Ici, on va enlever number. Hop. Et je vois que quand je lis, j'ai bien cette fois-ci le chiffre donc, qui s'affiche. Donc on va mettre un peu plus grand. Je relance. Et donc je vois bien que j'ai mes chiffres qui sont bons et le nom de la piste qui marche aussi. Donc, par défaut, on va supprimer les valeurs qui sont dans les champs pour pas afficher tout de suite Laurie tout le temps. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. On va aller encore plus loin en affichant une barre qui affiche l'état d'avancement de la piste. Donc pour cette barre, on va la séparer du graphisme. Donc je la sélectionne. Voilà. Et je vais la transformer tout de suite en un clip qu'on va appeler barre. Et je vais lui donner le nom d'occurrence barre tout de suite pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc je double-clique et on va utiliser donc, le graphisme pour arriver à faire cette barre. Donc je vais définir la zone cliquable de la barre. Donc tout de suite, je supprime les contours, je mets un fond bien flashy pour pouvoir le reconnaître et je vais faire ma forme. Voilà. Donc, je vais essayer de l'agrandir un peu. Hop, avec l'outil transformation. Je sélectionne, j'agrandis un peu. Voilà. J'essaie de centrer ça comme je peux. Voilà. Et on va appeler ça le fond. Donc pour qu'il se fonde bien avec le design, on va le rendre blanc. Et lui donner une très très faible opacité. Donc, lui donner 0. Comme ça permettra de la masquer, mais qu'elle soit toujours là. Et l'idée, c'est de faire avancer donc ce curseur le long.
de la barre pour montrer en fait l'état d'avancement de la piste. Donc pour cela, on va utiliser un masque qui sera identique au fond. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler masque. Copier l'image, je colle dans masque, hop. Et dessous, si par exemple je crée un grand calque, voilà, vert, avec une opacité cette fois-ci à 100%. Donc, dessous, je vais créer par exemple un calque comme ça. Ah, ici encore mis. Donc je vais lui donner une opacité à 100%. Voilà. Si je mets masque, ici je vois que seule la partie qui se trouve donc dans la zone qui était désignée par le rouge sera visible. Donc ça c'est plutôt pratique si on veut en fait faire avancer une barre. Donc ici en fait il nous suffira de bien caler, de faire avancer ce morceau pour faire avancer en fait la piste. Donc je vais agrandir cette zone pour qu'elle prenne toute la longueur de la barre. Hop. Ici, voilà. Et je vais donner la même couleur que ce vert. Voilà, je vais donner la même couleur que ce marron. Donc ici j'ai ma barre qui fonctionne bien, qui prend par contre par défaut toute la longueur, donc ça c'est pas bon. On va supprimer le petit tracé qui est au-dessus. Et par défaut on va la mettre ici, c'est-à-dire tout au début. Et au fur et à mesure on fera avancer en fait le cache, enfin pas le cache, on fera avancer le calque se trouvant sous le cache, la forme, le long de la barre. Donc pour ce faire on va utiliser une fonction donc, qui va se lancer en permanence. Donc là pour pas rajouter une fonction, on va le faire dans la même fonction que le chronomètre. Donc ici on va faire avancer la barre. Donc pour le faire avancer il faut déjà y avoir donné un nom. Donc ici on va convertir cette forme dans un clip qu'on va appeler temps barre.avancement. Voilà. Donc là bon ça fait un nom un peu long mais c'est pas grave. Et ici on lui donne un nom aussi d'occurrence qui est le même. Hop. Avancement. Voilà. Donc je retourne à ma racine et dans le code, je vais y rajouter la fonction qui permet de faire avancer la barre. Donc déjà, il faut un pourcentage. Donc pour avoir le pourcentage, on va calculer le temps qui s'est découlé sur le temps total. Donc c'est très simple, on fait sc.position divisé par s.length. Là, ça ne nous donne pas vraiment un pourcentage, mais un ratio, c'est-à-dire un chiffre qui varie entre 0 et 1. Et on va se servir de ce chiffre pour faire avancer la barre. Donc c'est très simple, barre.avancement, donc c'est le calque marron, égale PC, le pourcentage, multiplié par la longueur de la barre, point width. Donc ici, dans ma barre, je veux que le cache il soit plus reculé. C'est-à-dire qu'ici, ça commence à moins 263, à moins 236. Je veux que ça commence à 0. Et qu'au fur et à mesure, on va augmenter ce chiffre. Donc là, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que si je laisse cette barre à cette position-là, par défaut, toute la barre va être remplie. Je double-clique dessus pour rentrer dans le clip. Et je décale tout ça pour le faire reculer. Je le fais reculer d'une valeur égale à moins sa largeur. Comme ça, le 0 correspondra bien. Donc là, quand je vais lancer la compilation, j'ai une petite erreur qui m'indique que la position, que la variable PC n'est pas initialisée. Donc on va l'initialiser en haut, var PC. Voilà. C'est ici. J'ai pas précisé quelle valeur je voulais faire bouger. C'est la valeur X. Donc je vois ici que mon curseur avance. Donc c'est très bien. Donc ici c'est bon pour la lecture, sauf que j'aimerais bien encore rajouter des fonctionnalités que si par exemple
la personne lance le son, il puisse cliquer là et que ça lance, ça mette le son à ce niveau-là. Donc pour cela, on va créer une nouvelle fonction. Donc on va appeler avancer ou positionner. Voilà. Function positionner. De point mouse event. Parce que ça sera suite à un clic. Donc sur quoi on le met? On met cet événement sur la barre. Donc on met barre .add event listener. Et là, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter un clic. On va attendre que la personne clique sur la barre. .button mode clic plutôt virgule, ça lance quelle fonction? On l'avait appelé positionner. On va essayer de donner des noms un peu plus clairs. Là, c'est parce que j'étais pas très inspiré. Donc tout de suite, je veux que quand je passe la souris dessus, ça devienne un pointeur. Donc je fais bar.button mode égale true. Donc ça, à force, vous allez voir, vous allez vous y habituer, vous allez les mettre partout. Et dans positionner, je veux savoir où est ma souris. Donc pour cela, on utilise e.mousex. Donc ça permet de donner la position de la souris. On va faire un trace dessus pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Hop. Donc là, je vois que ça donne la position de la souris. Donc je vais utiliser cette position pour définir la position que je veux donner à mon son. Donc là, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Donc pour commencer, on stoppe le son. sc.stop. Pour pouvoir ensuite le relancer. Ensuite, on veut connaître la position de la souris par rapport à la barre. Donc c'est-à-dire qu'il faut retrancher à la position de la souris, moins, hop, on y retranche la position de la barre, barre.x. Et ensuite, on veut calculer le ratio, c'est-à-dire ça sur la largeur de la barre, divisé par barre.width. Donc ça, encore une fois, c'est des mathématiques. C'est-à-dire que ici, on va faire un petit schéma. Si j'ai la souris ici, ça sera la position, le pourcentage, ça sera la longueur de ce segment-là, c'est-à-dire le segment avant la position de la souris, par rapport à la largeur totale de la barre. Donc ici, ça permet de stocker ça dans une sorte de ratio, et ensuite de relancer le son. Donc là, c'est très simple. On fait s.play, s.length, c'est-à-dire la largeur, multiplié par le pourcentage. Donc là, je vois que ça génère des erreurs. J'ai plusieurs sons qui se lancent en même temps. Donc sc.stop, ça arrête bien le son. Et ensuite sc égale, voilà, s.play. C'est ce que j'oublie à chaque fois, pour pas qu'il y ait plusieurs canaux audio. Donc là, je vois que ça fonctionne plutôt bien. J'ai la lecture du son et dès que je clique, ça se met à l'endroit où je veux. Donc là, il y a quelques réglages à faire pour avoir plus de précision. Là, je vois que quand je clique, ça va pas exactement là où il faut. Donc ça, il faudrait plus voir sur les notions de calcul. Donc là, vraiment, je ne veux pas y rentrer dans les détails, mais c'est des mathématiques et ça change vraiment suivant tous les types de lecteurs que vous ferez. Donc, dernière petite chose à faire maintenant, là, le réglage du volume. Donc pour le réglage du volume, c'est très simple. On va prendre ce petit morceau, juste la partie haute, voilà, le ramener au premier plan. Voilà, on va descendre un peu. Voilà. Hop, la ramener ici. Comme ça. Et mettre ça dans un clip, on va appeler ça volume. Hop, ici, hop, je glisse ça, je transforme ça en clip. On appelle ça volume. Hop. Et dans la bibliothèque, je vais lui donner un nom d'occurrence, on va l'appeler vol, pas volume parce que volume existe déjà comme propriété. Et dedans, je mets la première version, c'est-à-dire la version complète, c'est-à-dire si le volume est à fond,
Voilà. On va l'utiliser comme masque. Ensuite, on va créer la forme qui sera un carré blanc qui permettra de faire évoluer la longueur de la piste. Donc, au début, on va le faire en marron pour bien le voir. Hop. Pile de la longueur. Ici, voilà. Et ensuite, on va dupliquer le masque pour faire le fond, c'est-à-dire si le volume est à 0. Hop. Je copie cette image et je la colle ici. Je cache les deux calques et on va faire assez simple. On va mettre que quand je passe la souris dessus, ça soit du blanc, mais avec 50% d'opacité. Voilà. Et quand je la souris dessus, donc ça se transformera en forme blanche. Donc, hop. Du blanc, mais avec 100% d'opacité. Voilà, et ça, on va transformer ça en masque pour donner cette forme-là. Et on va ensuite donc mettre tout ça en forme. Donc pour cela, on va utiliser encore le code. Hop. Par contre, on va glisser ça dans le calque volume pour plus s'y retrouver. Et c'est parti. Dans le code, on va mettre ça dans gestion de volume. Alors, on va donner un nom d'occurrence à... Donc on a déjà donné un nom d'occurrence qui s'appelle vol. Donc pareil, vol.addEventListener. Mouse event, c'est-à-dire on attend le clic, point clic. Là on va l'appeler set volume. Voilà, qui permettra de donner un certain volume. Donc ça va vachement ressembler à la fonction positionner. Set volume e.mouse event. Hop. Sauf que là on va devoir utiliser le zoom transform. Donc st.volume. Donc le volume est donné par un chiffre qui va entre 0 et 1. Donc ça c'est différent par rapport à l'ActionScript 2. Donc on va le calculer un peu comme on a fait tout à l'heure. Ce sera mouse x moins vol.x divisé par vol.width largeur. Hop. Donc là cette fonction encore une fois est à affiner parce que la largeur ne correspond pas forcément bien à ce que correspond pas bien forcément. Et ici, hop, une fois que j'ai ce pourcentage, je mets st.volume égale pc. Donc ça permet de créer un son transform qui est un volume particulier. Et il faut appliquer ce son transform à l'objet son. Donc à l'objet son, donc à travers le sound channel. Donc c'est sc.sound transform égale st. Donc on va essayer. Hop, il y a un petit problème. Ah, c'est e2.mouse pour définir le type. Ça veut toujours pas. Une erreur d'orthographe encore une fois. Voilà. Donc je lance le son. J'ai oublié de transformer ça en button mode, donc ça ne marche pas. Vol.buttonMode. Donc là c'est vrai que pour les codes flash il faut faire pas mal de tests pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Le son se lit. Et si je clique, j'ai le volume qui descend. Et on va faire en sorte que la barre diminue pour pouvoir afficher en fait l'état du volume. Donc la barre c'est très simple. Elle s'appelle... Il faut lui donner un nom d'occurrence. Hop. C'est ici, c'est cette forme là. On va l'appeler F8. Hop. On va l'appeler ABC, j'ai envie de l'appeler barre complète. Donc voilà. Donc là, essayez de mieux nommer ça parce qu'après dans la bibliothèque on va plus s'y retrouver. Hop. Je reviens en arrière et dans mon calque, c'est cette variable BC qui se trouve dans barre. Donc barre.bc.x égale moins PC multiplié par la largeur de la barre. Donc c'est
s'appelle vol. Vol.width. Hop, je lance, mon son se lit. Donc là, la fonction ne marche pas du tout bien parce qu'elle va dans le sens inverse. Donc on va voir ce qui va pas. Ça va la faire plutôt la reculer de ça. Hop. Donc là, je vois que c'est à peu près correct. Sauf que ça va dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on veut que le son se baisse plutôt dans l'autre sens. Donc ici, on va mettre moins. Ça, moins vol.bc.width. Et voilà, là on a une fonction donc qui permet de gérer le son et qui fonctionne très bien. Donc on va faire quelques petits tests, par exemple en faisant trace PC pour vérifier que le volume donne bien. Donc là on voit notamment, donc c'est ce qui me semblait à l'écoute, que le son ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ça s'arrête à 0,2. Donc c'est que notre fonction de pourcentage n'est pas bonne. Donc là je vois effectivement que ça ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire que le son oscille juste entre 0,5 et 0. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à accéder à 1. C'est-à-dire que la largeur qui a été prise est plus grande. Donc, une valeur qui se trouve toute seule, une valeur qui fonctionne plutôt mal, on utilise directement la valeur. Ou on peut essayer avec vol.bar. .bc plutôt. Hop. Donc là je vois bien que j'arrive presque à atteindre 1 quand j'arrive au bout. Donc, ici on va réduire un peu en réduisant la largeur par exemple de 10, c'est-à-dire qu'on imagine que le bout n'est pas cliquable, enfin ou très difficilement, donc ça gêne un peu l'ergonomie du lecteur. Hop. Voilà, et là j'arrive à 1. Donc voilà, après bon, libre à vous d'adapter. Par exemple, on pourrait imaginer un petit bouton mute ici. Quand on clique, ça met le volume à 0. Donc voilà, nous avons terminé avec la réalisation de ce lecteur MP3 Flash. Donc on a fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités qu'il était possible de donner. Donc j'espère que vous aurez réussi à suivre ça jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas de ce tutoriel. Merci.